Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, une vraie mère, ou presque, avec Didier Van Kovelaert. Didier Van Kovelaert, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous à Pile Poule aujourd'hui. On va parler de votre dernier roman, Une vraie mère, ou presque, un roman qui à la fois fait réfléchir et qui est extrêmement agréable, vivant, profond. Alors, on vous présente plus, hein, Didier. On vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même. Vous êtes romancier, je dirais, à succès. Vous avez cumulé les prix littéraires et les succès de public. Vous avez eu le prix Goncourt pour un aller simple en 1994. Et vous avez publié récemment Le pouvoir des animaux et Jules. Et après, Jules, le retour de Jules, qui est actuellement en cours d'adaptation au cinéma. Et le dernier livre dont on va parler aujourd'hui, enfin on peut parler des autres, et on peut parler de vous, c'est bien le but du jeu aussi, c'est donc Une vraie mère ou presque, aux éditions Albin Michel. Voilà. Alors, cette vraie mère, ou presque, je vais vous demander de vous parler un tout petit peu du livre, sans trop raconter les choses, mais cette vraie mère, ou presque, qui est dans votre roman, finalement, on se pose beaucoup de questions sur cette mère. Et est-ce qu'elle... Donc, elle vient de mourir, c'est ça? Alors, le narrateur vient de perdre sa mère, mais elle lui a demandé de garder sa voiture, de continuer de faire rouler cette voiture que depuis 30 ans, elle bichonne comme une Ferrari, qui en fait est une Renault Fuego. C'est coupé de classe moyenne des années 80 avec une mauvaise réputation, très injustifiée d'ailleurs. Et dans sa version turbo-essence, qui fait que lorsqu'il met le pied sur l'accélérateur, lui qui est habitué à conduire une pantoufle hybride, ben là, ça s'emballe. Et la première fois qu'il s'en sert après la mort de sa mère, flash radar, et la contravention arrive. Comme il n'a pas changé la carte grise en Corse, la contravention arrive au nom de la mère. Ce qui fait toujours quelque chose de voir le nom d'une disparue sur une enveloppe. Et elle a perdu 2 points. Et puis rebelote, encore une fois, à chaque fois qu'il prend la voiture, sa mère perd 2 points. Et alors d'abord, il se dit, elle n'a jamais aussi mal conduit que depuis qu'elle est morte. Et puis, comme l'administration la croit vivante, il se dit, si elle continue à perdre ses points, elle va un jour recevoir une convocation pour un stage de récupération de points. Alors, que faire? Engager une sosie? Donc, ce sont des réflexions qui se fait à travers la douleur de son deuil. Et il en parle à l'auxiliaire de vie qui s'occupe de sa tante, sa seule famille restante. Sauf que quelqu'un entend ça dans la maison de retraite. C'est la voisine de chambre qui s'appelle Lucie Castagnol, qui est une comédienne en retraite, volcanique, mais que plus personne n'engage, qui n'existe plus dans la société, qui a connu la mère. Et un jour, le narrateur entend sonner à sa porte, il va ouvrir et il a le fantôme de sa mère en chair et en os. Lucie Castagnol s'est habillée comme elle, s'est coiffée comme elle, a retrouvé son parfum par la mémoire du nez, et elle lui dit « Je pense que je suis votre seule chance ». Il dit « Mais ma chance de quoi ?»« De récupérer les points de votre mère ». Alors à partir de cet ange complètement fou, complètement dingue, d'abord il essaie de botter en touche, et puis il est tellement bouleversé par cette apparition, par le mal que s'est donné cette femme pour réincarner, entre guillemets, cette mère, et pour être juste avec l'obsession méticuleuse du comédien qui veut vraiment faire vrai, laisser le personnage trouver sa vérité en lui par son interprétation, et comme elle veut justement, elle ressemble au papier d'identité, l'administration la croit vivante, donc voilà, elle se dit ça va le faire, mais il faut que je sois juste, et pour être juste, elle a besoin de documentation, elle a besoin d'imprégnation, et elle va essayer de taper l'incruste, de s'installer, et le roman raconte à partir de cette mère de substitution qui essaie de s'imposer à lui. Et évidemment, ça va le ramener face à
à cette absence de sa mère, à tout ce qu'il n'a pas pu lui dire de son vivant, tous les malentendus, les tensions qu'il y a eu entre eux. Et, et cette femme décide en fait, c'est son dernier rôle, c'est son ultime création, comme elle dit. Et en plus, dans la réalité, elle n'a pas eu d'enfant. Et ce rôle de mère, pour elle, c'est l'aboutissement de sa vie. Ouais. Alors c'est un livre, je disais, qui est extrêmement drôle, qui est même hilarant à certains moments. Mais c'est un livre où il y a un certain nombre de dimensions qu'on pourrait explorer. C'est quand même un livre sur l'absence. C'est un livre sur l'énergie de l'absence. Sur l'énergie de l'absence. Dont on parle finalement assez peu. C'est-à-dire qu'une personne disparaît et qu'est-ce qui reste ? Il reste d'abord le vide qu'il y a en nous, c'est-à-dire et qu'on essaie évidemment de remplir avec les souvenirs, avec ce mélange de chagrin, de la perte, et puis de tous les beaux moments passés ensemble, de tout l'amour et de toutes les tensions qui demeurent, tout ce qui ne peut pas disparaître avec la mort physique. Et quand je parlais de cette énergie de l'absence, c'est cette énergie du manque que lui ressent et qui tout à coup va s'affronter avec cette énergie de la reconquête, de la vie bouillonnante qui demande à renaître et à revenir en circulation grâce à cette comédienne qui, se glissant dans le rôle, redonne vie à la mère. Et va par ce travail d'intuition, de psychologie qui marque les vrais comédiens, va vraiment non seulement redonner vie aux énergies, au caractère, aux travers et aux qualités de cette mère, mais en même temps aller beaucoup plus loin, comme si elle était investie par l'esprit de la mère. C'est vrai que très souvent, ce thème de la mort, non pas comme fin, mais comme point de départ d'autre chose, est très présent dans mes livres. Et c'est important, parce que c'est aussi ma nature, de le traiter, comme vous le disiez, avec cet humour, avec ces situations décalées qui nous permettent d'aller plus loin dans la gravité, dans la profondeur, sans tomber dans le pathos ou sans uniquement creuser les blessures, mais essayer que ces blessures deviennent une source de vie, une source de reconstruction. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager. Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans votre livre, c'est que vous partez d'une expérience que tout le monde a eue, enfin, tous les gens qui ont perdu un être cher ont eu. Et vous en faites quelque chose cette expérience, j'appellerais ça la rémanence administrative d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous, ça passe par les points. C'est-à-dire qu'elle continue à perdre des points. Il y a sa voiture qui est là. Il y a d'ailleurs ses traces dans la voiture. Voilà, il y a son dernier mégot de cigarette. Il a un peu un esprit de conservateur de musée. Voilà, c'est vrai. Ouais. Il y a le chapeau de paille de sa mère derrière. Il y a son paquet de cigarettes. Il y a son dernier mégot. Ça, ce sont les manières illusoires par lesquelles on entretient la présence. C'est-à-dire le souvenir, l'odeur d'un vêtement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça va beaucoup plus loin et quand tout à coup, vous avez l'impression que c'est l'esprit même de la mère qui revient à travers cette comédienne qui va à la rencontre de cette identité qu'elle a décidé d'incarner. Ouais. Donc, ces énergies-là, en fait, qui évidemment créent des perturbations, donc de la drôlerie, c'est vraiment... c'est à la fois ma conception de la vie, du deuil, de ce que j'ai envie de partager avec mes contemporains. Et puis vous parliez de l'administration. Bon, tout ce qu'on subit tous, ces situations d'absurdité administrative. Et là, tout à coup, c'est cette situation-là qui va faire repartir la vie. Oui, mais dans la rémanence, ce que j'appelais la rémanence administrative, c'est-à-dire on continue à recevoir donc des points de permis, c'est-à-dire que l'administration prolonge de façon artificielle et normale la vie des gens. Mais ça peut être son compte en banque, ça peut être, pour d'autres, ça peut être le compte Twitter ou le compte Facebook. C'est-à-dire que les choses continuent autour et la personne a disparu. Oui, ben ça, c'est l'ironie justement du monde actuel. C'est-à-dire que, alors que tous les fichiers sont croisés, on le voit bien quand les impôts veulent retrouver, il y a juste à faire 2 clics
pour avoir la situation de tout le monde avec le numéro fiscal recouvre absolument toute la réalité de votre vie. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce clic. Ouais. Or, les gens travaillent de moins en moins, s'en foutent, et ce qui fait qu'il y a ces situations administratives qui peuvent s'installer par incurie, par désinvolture, et finalement réussir par cette absurdité ironique à faire repartir la vie. Et ça, pour moi, c'est une forme de justice. Oui, c'est une forme de compensation par rapport à ce qu'on subit d'habitude, et c'est le mouvement même de la vie. Et c'est vrai, mais ça donne aussi un côté un peu humain, justement, à l'administration. Si tout s'arrêtait du jour au lendemain lorsqu'on meurt, ou lorsque votre mère meurt, ou votre père, ou votre frère, si tout s'arrêtait d'un certain... On n'a plus rien, on n'a plus de compte en banque, on n'a plus rien, est-ce que ça serait plus humain, finalement ? Est-ce qu'il est question encore d'humanité là-dedans ? Ouais, je pense que c'est pas l'administration qui devient humaine, c'est le facteur humain qui perturbe la logique administrative. Ouais. Et que ce soit par paresse, par incurie, par désinvolture, ce qui compte, c'est le résultat et ce qu'on en fait. Et de la même manière que l'administration aujourd'hui peut vous déclarer mort par erreur, et que cette erreur, elle est tellement dure à rattraper qu'il y a des gens dans la réalité qui sont toujours vivants et n'arrivent pas à se faire reconnaître comme tels dès le moment où la Sécu vous a rayé des cadres vivants. Ouais. C'est l'opération de programmation informatique pour vous redonner vie est quasiment impossible. Et il y a périodiquement, on entend des témoignages de gens qui racontent ça, cette mort administrative. Alors là, j'ai pris le contre-pied. C'est l'anti-mort administrative, c'est la remise en vie. Alors, il y a autre chose de particulièrement intéressant, original dans votre roman, Didier von Kovlaert, je rappelle, une vraie mère, ou presque, aux éditions Albin Michel, c'est que vous faites quelque chose qu'à mon sens, aucun romancier n'a fait jusqu'à maintenant. Et, enfin, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait finalement, mais enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. C'est que on sait peu de choses sur sur la mère du narrateur au début, mais donc il y a l'irruption de cette femme qui est une actrice et qui va jouer ce rôle. Et finalement, c'est une découverte de la mère du narrateur, une découverte à travers une autre personne qui se fond dans son personnage. C'est-à-dire que peu à peu, on en sait plus sur ce personnage tout à fait truculent, par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est-à-dire que c'est médié par une actrice. Voilà, et en plus, quelqu'un qui tâtonne pour retrouver la vérité, les gestes, même les recettes de cuisine. La mère était une cuisinière extraordinaire. Lucie, elle a jamais fait que réchauffer au micro-ondes du surgelé, quoi. Donc là, tout à coup, elle tombe sur le carnet de recettes de la mère et elle va entreprendre de refaire ses plats. Alors, au début, c'est une catastrophe. Et puis, la poubelle est pleine des brouillons ratés de ces plats. Et puis, un jour, par le travail, l'imprégnation, elle va permettre au narrateur de retrouver les saveurs de cette cuisine, de la remettre en vie à travers ce qui était une chose très très importante de sa vie, c'est la nourriture qu'elle faisait pour les autres, qu'elle partageait, et grâce à laquelle elle brillait, elle régnait par des fourneaux. Ouais. Et particulièrement, donc, en tâtonnant cette actrice, donc, en se moulant de plus en plus dans le personnage de la mère du narrateur, pour jouer ce rôle, pour aller, c'est toujours ce rôle administratif, pour aller chercher des points, ce qui paraît dérisoire, mais ce qui ne l'est pas tant que ça. Et symbolique, parce que les points, c'est comme les points de vie. C'est comme les points de vie, exactement. J'aime bien partir d'une idée très concrète, très pragmatique, que tout le monde a pu rencontrer dans sa vie, et en tirer, je pense, cette dimension symbolique, philosophique, sans appuyer là-dessus, simplement voilà, ça c'est tout ce qui, à travers une écriture que je veux toujours la plus sobre, la plus fluide possible, mais va déclencher des tas de choses chez les personnes qui lisent, et qui peu à peu entrent dans ce personnage à mesure que la comédienne s'y investit. Mais on a l'impression que c'est aussi un révélateur pour le
pour, oui, bien pour, sûr. pour le narrateur. Oui. C'est-à-dire que peu à peu, l'image de sa mère reparaît à la manière d'un bain de révélateur. Enfin, les jeunes ne savent plus ce que c'est qu'un bain de révélateur, parce que ça, c'était lorsqu'on mettait de la photo, qu'on faisait de la photo dans les temps antiques, et qu'on avait la photo qui peu à peu émergeait du néant, du gris. Et là, peu à peu, il y a une image de la mère qui réapparaît à partir de ce travail un petit peu itératif. Oui, et puis, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, lui, son rapport, tout à coup, c'est vrai, quand les gens sont en vie, on se dit toujours qu'on leur parlera la prochaine fois, on mettra telle chose au point, la prochaine fois, et puis, bon, lorsque la mort interrompt la perspective des prochaines fois, on se dit, si j'avais su, j'aurais fait telle chose. Et là, le destin lui apporte la possibilité de le faire à un moment où elle est tellement devenue vraie, devenue le personnage, qu'il a vraiment l'impression que c'est à sa mère qu'il parle, quoi. Et que l'interprétation est devenue comme le fruit d'un phénomène de possession, quoi. Il y a cette dimension aussi, par moment, même la comédienne ne sait pas pourquoi elle a dit ça, pourquoi c'est tellement fort, elle ne comprend pas ces réactions qui, de manière très pragmatique, peuvent être expliquées par tout ce travail intérieur de fusion avec le personnage, et puis qui peut aussi s'expliquer par un toucher de l'âme, comme on dit, j'aime bien cette expression. C'est à coup, voilà, la conscience de la mère qui demeure en activité, qui évidemment va venir en renfort de cette structure de remplacement que lui propose la comédienne. Il y a ce qu'on sent aussi chez le narrateur. Effectivement, c'est un désir de retrouver des choses chez sa mère, ou de lui dire des choses qu'elle ne lui a jamais dit, et que d'une certaine façon, il réalise à travers cette actrice qui joue, elle, son dernier rôle. En plus, voilà. Il y a un effet de miroir qui fait qu'elle joue, elle aussi, son dernier rôle, le dernier rôle de sa vie. Elle le sait, elle le sent. Et puis elle s'immerge tellement, c'est une manière pour elle aussi de quitter sa propre réalité, de la transcender, de se fondre dans ce personnage. Et c'est vrai que le livre pourrait se raconter de manière grave et oppressante, mais les situations tellement dingues que déclenche cette situation permettent d'éprouver toute cette complexité des émotions sans s'apesantir et sans... Non, mais on peut être grave sans être... On peut être profond sans être grave. Moi je crois au plaisir perturbateur, c'est-à-dire que le plaisir du rire et de l'empathie qu'il crée, qui est une des plus fortes empathies, parce que c'est une adhésion qui se crée à travers le plaisir du rire, de la connivence. Et ça permet d'aller plus loin dans les autres sentiments aussi, et d'y aller d'une manière moins pénible, moins douloureuse, de regarder en face ce qui fait mal avec cette protection en même temps qu'est l'humour. Alors Didier Van Govelaert, vous avez finalement, avec votre talent et votre savoir-faire, vous avez une sorte d'outil pour aller chercher ce qui n'existe plus, ce qui est mort, et pour le faire revivre. Est-ce que c'est ça pour vous finalement la littérature ? C'est une des choses qui me passionne et m'obsède dans ce que nous permet d'exprimer la littérature, oui, bien sûr. C'est enlever cette peur de la mort qui nous gâche la vie. On l'entend. Et le seul moyen d'enlever une peur, c'est de regarder en face et de proposer autre chose. Et ces propositions-là qui changent le regard sur ce qui nous fait peur renforcent notre liberté d'esprit, notre richesse de sentiments, parce que on peut tout à coup s'autoriser à penser à quelque chose sans se dire que ça fera mal et qu'il vaut mieux penser à autre chose. Cette solution de fuite qui ne résout aucun problème. Donc voilà, je remplis pas un cahier des charges quand j'écris un livre. Qu'est-ce que c'est un roman ? C'est le point de rencontre entre une intrigue, une idée, et puis quelque chose qui remonte en vous, qui a besoin de s'exprimer, d'être partagé, et qui va trouver ce vecteur
de l'idée pour s'exprimer au mieux. C'est pas simplement une idée ou une intention, un roman. Pour moi, quand je plonge dans l'écriture, c'est qu'il y a eu cette rencontre entre les deux. Je ne peux pas faire autrement que d'écrire sur ce sujet-là qui a réveillé cette chose qui a besoin de sortir de moi et d'être partagée. Ouais. Oui, mais c'est extrêmement troublant quand même, parce que cette Lucie Castagnol, chacun peut l'interpréter à sa façon. Est-ce que c'est quelque part une actrice? Est-ce que c'est quelque part une apparition? Est-ce que c'est... Il y a toutes sortes d'interprétations quand on est lecteur. Et c'est le principe d'ailleurs de la lecture, c'est qu'on peut y projeter un peu ce qu'on veut. Absolument. Le roman appartient, Le roman appartient au lecteur. Et au lecteur dès le moment, où, vous le publiez. où je leur ai donné. Et c'est eux qui ont raison. Moi, j'avais raison tant que j'étais maître à bord de mon livre. Enfin, maître à bord entre guillemets, parce que ce sont les personnages qui très souvent prennent le pouvoir. Et c'est un moment assez fascinant, ça, quand moi je fais toujours un plan, c'est toujours où je pense que je veux aller. Et puis il y a des moments où le personnage dit non, mais je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, ça n'est pas moi. Et alors parfois ça me pose d'énormes problèmes par rapport à la conduite de mon intrigue, parce qu'il bloque. Et en même temps, c'est merveilleux de se dire qu'il a sa vie, atteint son voilà, une telle autonomie qu'elle va jusqu'à la rébellion. Donc, à moi de trouver autre chose, une autre situation, mais sinon, je sais que ça ne fera pas vrai. Donc, pour le lecteur, ça ne fera pas vrai non plus. Donc, ce moment-là... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, le romancier donne naissance à des personnages, mais ne les maîtrise pas ou ne les contrôle pas forcément. Il y a un moment, c'est le thème du dibook aussi. Ouais. À un moment donné, vous pouvez, ou du golem, vous pouvez donner le souffle à la création, mais après, cette créature va se nourrir de plein de choses et vous dépasser. Ouais. Et c'est bien, Ce qui veut dire qu'elle prend vie, en fait. Oui. Ouais. Oui, je pense que la logique intérieure qu'on lui a donnée jusque-là ne peut pas être forcée, dénaturée pour les besoins de l'intrigue. Ouais. Mais est-ce que là, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à certains moments que cette actrice, qui revient à point pour récupérer ses points, les points de sa mère, finalement, elle est porteuse d'un certain nombre de messages. Elle est comme si elle était porteuse finalement de messages de l'au-delà. Elle est porte-parole de la mère. Elle est son ombre portée et une sorte d'exécutrice testamentaire autoproclamée aussi. Elle accomplit ce qu'elle pense être, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même à la rencontre de ce personnage, les dernières volontés de ce personnage, y compris dans le fait d'arranger les choses. Et pour résoudre les conflits, il faut les réactiver. C'est comme ça que par rapport à la femme du narrateur, voilà, il y avait des rapports assez tendus, comme souvent entre belle-mère et belle-fille. Lucie, évidemment, va intervenir dans cette relation-là aussi et créer des situations terribles, mais qui vont permettre au narrateur de comprendre la raison profonde des relations entre ces deux femmes. Et puis elle va ouvrir la porte des secrets, à son insu ou pas. Lucie va permettre à Pierre de découvrir vraiment, d'avoir accès à ce que lui a caché sa mère pour son bien à lui. Alors, on ne va pas raconter l'histoire parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de rebondissements. Mais si on prend un petit peu de chance sur ce roman et sur les autres romans que vous avez écrits, j'avais une question à vous poser sur l'origine de votre goût de l'écriture. Est-ce que cette question de la mort vous a attrapé, je veux dire, très jeune? Oui, oui, c'est fondateur chez vous, non? Absolument. C'est fondateur et constructeur. Et j'ai eu la mort présente autour de moi, dans ma famille, très tôt. Et je n'ai jamais eu peur de la mort. C'est comme une espèce d'infirmité. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a eu aucun travail à faire là-dessus. J'ai toujours senti qu'il y avait autre chose, une autre dimension de la conscience, des contacts possibles à des tas de différents niveaux. Et que le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est la vie. C'est ne pas passer à côté de sa vie.
Et une des raisons pour lesquelles souvent on passe à côté de sa vie, c'est par la peur de la perdre, par sa peur de la mort, qui fait que tout à coup, on va gâcher à la fois le sentiment d'éternité, de plénitude qu'il est bon d'éprouver au jour le jour, et en même temps le sens de l'urgence, de profiter de chaque instant, non pas parce que si jamais c'était le dernier, mais parce que il ne faut pas passer à côté des choses, il ne faut pas négliger la beauté d'un paysage, la beauté d'un être, l'occasion de modifier un peu le cours des choses, de faire du bien, de rendre l'univers un peu plus respirable. Voilà, toute cette énergie qui a toujours été à l'œuvre autour de moi et en moi. J'ai été nourri de ça. Mon père a eu un très grave accident de voiture l'année de ma naissance et était de plus en plus invalide. 20 cm de différence entre les deux jambes, une souffrance terrible qui s'arrêtait quand il racontait des histoires qui faisaient rire les autres. Donc il y avait pas seulement la mort, il y avait aussi la souffrance qui était arrêtée par cette énergie extraordinaire qui est le rire et le besoin de faire du bien aux autres par cela. Donc ça, c'était une découverte fondamentale qui explique la manière dont j'écris, pourquoi j'écris et pourquoi voilà, j'ai toujours cette énergie qui m'anime et qui ne faiblit pas et que j'ai de plus en plus envie de transmettre. Ouais. Mais on a l'impression, en vous lisant, que la mort n'est pas la fin de l'histoire, en fait. Jamais dans mes romans, ce n'est la fin. Non. C'est toujours, que ce soit le point de vue, comme je l'ai fait dans La vie interdite, où le personnage meurt à la première phrase et nous raconte tout ce qui se passe ensuite, ou que ce soit à travers le point de vue, comme ici, des survivants qui redonnent vie ou laissent la vie revenir autour d'eux pour justement ne pas se priver de ces différentes dimensions. Est-ce que vous pensez que les disparus ont finalement envie de communiquer avec nous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est l'impression qu'on a aussi, cette actrice. On peut la voir de mille façons, mais on peut penser aussi qu'elle a été envoyée à son fils par sa mère. Ou qu'elle a créé une structure de communication. Qu'elle a créé une structure de communication. Et ça, c'est passionnant. Et puis, c'est comme vous le disiez, aux lectrices et aux lecteurs de laisser ce travail se faire ou non en eux dans leur interprétation. Mais si vous me demandez, moi, mon point de vue, oui, il est là. Je sais que tout demande autour de nous à communiquer. Les animaux, ça c'est facile de le voir, tout ce que nos animaux domestiques attendent de nous. Et comme ils sont heureux lorsqu'enfin on les comprend. Et c'est la même chose avec les arbres. J'ai un rapport très, très fort avec les végétaux depuis toujours. On commence à comprendre, à prouver scientifiquement tous les échanges de communication, de langage qui se produisent entre les végétaux et les animaux, et les végétaux et les humains, pour peu qu'ils fassent l'effort d'essayer d'entrer en résonance. Donc tout ça est formidable, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça dans l'au-delà. Einstein avait une phrase extraordinaire, il disait je crois en une vie après la mort, parce que la vie c'est l'énergie, et l'énergie évolue, se transforme, mais ne s'arrête jamais. On a l'impression que votre sensibilité d'écrivain vous amène à découvrir un peu des univers ou des façons de voir les choses un petit peu avant les autres, parce que ça fait plusieurs années que vous travaillez sur les animaux, sur la relation avec les arbres, avec les plantes, avec la vie, etc. Et il y a depuis quelques mois, quelques années, toute une sorte de livres scientifiques sont parus sur l'animalité, sur la conscience, sur la relation avec les arbres, etc. C'est vrai, oui, que j'ai commencé il y a 20 ans, c'était pas la mode, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'est tombé comme ça dans l'esprit. C'est aussi, j'ai été ami avec l'un des plus grands botanistes du monde, Jean-Marie Pelt, qui m'a initié
à plein de choses. Le professeur Rémi Chauvin aussi était un ami pendant 30 ans, le plus grand spécialiste mondial des abeilles, des fourmis. Donc, ces gens qui ont passé leur vie à mettre en évidence ces langages de la nature, la complexité extraordinaire de cette intelligence que nous ignorons, que nous méprisons, que nous violons aussi dans notre comportement avec l'environnement. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai intégré ça dans mes romans et dans des essais que j'ai aussi, à un moment où les gens avaient un peu peur d'en parler. Même ceux qui savaient, c'était pas bien vu. Alors, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre ce qu'on croit être des risques, mais c'est quoi le risque? Je sais pas. Mais simplement. Est-ce que vous avez l'impression que notre époque, justement, est en train de développer cette dimension? Ah ben, elle a intérêt, oui. Elle a intérêt à la Elle a intérêt à développer. le faire, mais est-ce qu'elle le fait tellement vraiment? dans le mur. On sent bien que ça craque de tous les côtés, cette espèce de banquise, de matérialisme volant en éclats de tous côtés. Je veux dire, si on n'a pas compris l'interconnexion de tout ce qui est vivant sur Terre et que on va finir, nous, êtres humains, par être éliminés par une nature et des lois que non seulement nous violons, mais que nous méconnaissons, que nous abrogeons. Voilà, cette prise de conscience est absolument indispensable et je pense qu'elle est de plus en plus présente. Mais comme le corollaire, c'est que les moyens de censure sont aussi de plus en plus actifs et de moins en moins cachés. Ça, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Une mauvaise parce qu'évidemment, cette censure-là est très efficace car elle appuie sur l'autocensure qui devient son moteur. Et c'est une bonne chose parce que là, on ne peut pas feindre de ne pas voir que cette censure est présente partout, dans les réseaux sociaux, dans toutes les professions. Donc là, à un moment donné, il faut s'en foutre. Ouais. Je veux dire, la censure n'existe parce que nous y soumettons et que nous disons que il faut quand même exister. Moi, j'ai la chance d'être un électron libre, donc je ne vais pas m'emprisonner. Il y a des gens qui, de par leur métier, leur statut, sont obligés de fermer leur gueule, de ne pas prendre de risques. Non, donc... Oui, mais vous êtes libre. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que, aussi bien dans mes engagements écrits que les engagements citoyens, comme on dit, je ne vais pas me priver parce qu'il y a un peu un devoir, justement, de réveiller les gens, ceux qui ont envie d'être réveillés, parce que malheureusement, mais alors, il y en a tellement. Vous les réveillez par cette sensibilité dormir. Extraordinaire que vous avez. Alors, on le voit dans ce roman par rapport à la disparition, on le voit dans d'autres par rapport à la vie, par rapport à l'humour, par rapport à ça. C'est ça votre engagement ou est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous cet travaillez... engagement, c'est-à-dire ce besoin d'essayer de rendre le monde plus respirable, de rendre aux êtres humains leur énergie et leur compréhension du monde, de leur rappeler qu'ils ont les moyens de tout comprendre, de tout décrypter, de tout modifier. Ça s'accompagne par, évidemment, l'empathie que tout cela génère chez moi. Ça m'accompagne aussi d'engagement, voilà, comme quand je le fais pour les soignants et la manière honteuse dont on les traite. Mais ça, c'est une réaction purement humaine, d'empathie, où à un moment donné, tout ne peut pas se résoudre par l'écriture des livres, quoi. Alors justement, Didier Van Kovelaert, quel est votre programme personnel pour les 30 ou 40 ans qui viennent? Continuer. C'est-à-dire, voilà, tant que j'aurai l'énergie de créer, d'écrire, de me donner du mal pour essayer de faire du bien. Voilà. Continuer par les romans, continuer par autre chose? Oui, par tout ce qui m'apparaîtra nécessaire, une nécessité intérieure, et puis l'exigence du monde, ce que je pense, toute modestie et lucidité que je peux apporter au monde. Donc voilà, tant que j'ai envie de ça, évidemment, je continue. Jean Cocteau disait « Quand je serai mort, je me retirerai fortune faite ». Je trouve que c'est une tellement belle image
ce que doit être un créateur que, voilà, tant que j'ai la force de créer, évidemment, je continuerai. Et puis, si vous voulez, une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens qui m'ont lu me disent ah, vous m'avez redonné la pêche, vous m'avez redonné envie d'y croire, de me bagarrer, de retomber amoureux, de changer le monde, enfin, tout. Vous m'avez enlevé la peur de la mort, vous m'avez aidé à... C'est formidable. Voilà, un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma vie d'écrivain dans son rapport avec les lecteurs. C'est un jour, dans un salon du livre, arrivent 5 jeunes femmes, superbes, cheveux au vent, sourire en bataille, avec un exemplaire complètement ruiné de mon roman La vie interdite en poche, et elles me le font signer en s'excusant de l'état du livre, et elles me disent, vous savez, c'est parce qu'il tourne beaucoup. Alors, ce mot me tire moi l'attention. J'ai dit, c'est-à-dire, oui, on est infirmière en soins palliatifs, et on vous fait lire énormément parce que vous vous rendez pas compte, mais vous aidez les gens à respirer. Mais c'est vrai. Et alors je dis, comment ça, respirer? Elle me dit oui, parce que ils savent qu'ils vont mourir, et il y a des crises d'angoisse qui bloquent la respiration. Alors on fait lire votre livre, qui justement parle de ce qui les attend. Mais il rit non pas de la mort, mais avec la mort. Il se projette, et là, ils me disent, voilà, il y a un effet vraiment physique qui se produit à partir de ça. Oui, c'est la chose la plus importante que j'ai entendue par rapport à ce que je pouvais apporter. Et surtout, cette chose dite-là, avec ce grand sourire de ces héroïnes du quotidien que sont ces infirmières, en plus dans ces soins palliatifs, qui s'accompagnent d'une telle charge de psychologie, d'empathie, et elles ont trouvé, voilà, mon bouquin, et elles disent, voilà, on le rachète chaque année, mais évidemment, les gens restent pas très longtemps dans nos services, donc voilà, ça, là, c'est... Vous me demandiez ce que j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai envie de continuer pour les années qui me restent à provoquer ce genre de choses. Et là, on voit bien, parce que dans ce livre, Une vraie mère ou presque, vous parlez du cancer de la mère, et de son cancérologue d'ailleurs, de façon presque légère. C'est une espèce de tour de force, c'est absolument extraordinaire. C'est pas léger, parce que, par exemple, la première phrase du roman, c'est ma mère qui passait rarement inaperçue est décédée d'un coup de bière aux obsèques de son cancérologue. Ouais, voilà, donc tout le roman, tout l'esprit du roman est contenu dans cette phrase, c'est-à-dire cette ironie extraordinaire de cet homme, de ce grand professeur, ce grand mandarin, cancérologue, qui l'avait condamné en lui disant, vous n'avez pas fait ce que je vous dis, donc il vous reste moins de 3 mois à vivre. Et puis c'est lui qui meurt le premier en faisant de la pêche au thon. Il est pêché par un thon qui l'arrache de son siège, et il se noie, et elle va dans l'état justement qu'on imagine aux obsèques de cet homme qu'il avait condamné, qui est mort le premier. Donc ça, ce sont des situations que la vie nous offre, entre guillemets. À nous d'en faire ce que nous voulons. On peut se dire c'est terrible, c'est la mort, comme on peut sourire et se dire comme quoi, voilà, faut jamais avoir cet avis péremptoire, décider de la vie, de la mort des autres. La vie est beaucoup plus ironique qu'on l'imagine. Merci Didier von Gauwlaert, merci d'être venu. Merci à vous. Je rappelle que votre roman s'appelle Une vraie mère ou presque. Il est publié chez Albin Michel. C'est un roman qui fait du bien, qui fait rire et qui fait beaucoup réfléchir. Merci d'être venu au micro de Pile Poule. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.